Bonjour, bienvenue au Parlement européen à Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Émission spéciale cette semaine puisque notre invité, c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Avec lui, on fera le tour de l'actualité européenne, la lutte contre le terrorisme et son financement, la crise des migrants, mais aussi la tentation du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe, fantasme ou réalité. En tout cas, cette année, on va en parler. Conseil européen en février, référendum en juin. Le reportage à Londres de Thibault Le Floch cette semaine. Le Premier ministre britannique David Cameron a affirmé qu'il ferait campagne pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Europe à condition d'obtenir des réformes de l'Union européenne lors d'un sommet le mois prochain. Pierre Moscovici a avant tout un domaine de compétences, c'est l'économie. Avec lui, on reviendra tout de suite sur sa dernière prise de position, publiée par plusieurs journaux européens. Le commissaire européen a été ferme, pas de délai supplémentaire à la France pour revenir sous les 3% de déficit en 2017. Regardez. Droit dans ses bottes, Pierre Moscovici. Le commissaire européen aux affaires économiques affiche sa fermeté. Dans un entretien publié par plusieurs journaux européens, il est catégorique. Pas question que la France puisse bénéficier d'un délai supplémentaire pour respecter ses engagements budgétaires et ramener son déficit public sous 3%. Si la France fait l'effort structurel suffisant, elle peut évidemment être en dessous de 3% en 2017. Elle a bénéficié 2 fois d'un délai de 2 ans qui ne saurait être encore prolongé. Effectivement, la Commission européenne a accordé 2 délais de 2 ans à la France, l'un en 2013 et l'autre en 2015, pour amener son déficit sous la barre des 3% du PIB en 2017, un objectif fixé par les traités. Dans l'opposition, on ironise sur la fermeté affichée du commissaire européen. Quand il était ministre en France, il a laissé filer les déficits et la dépense publique et il n'a pas été capable de respecter les engagements que la France avait pris avec Bruxelles. Et puis aujourd'hui, de Bruxelles, il doit rappeler à la France qu'elle doit remplir ses objectifs et tenir ses engagements. Voilà, ma main gauche ne sait pas ce que fait ma main droite ou inversement. Je ne sais pas ce qu'il en est en tous les cas en ce qui le concerne. Mais je souhaite bon courage pour continuer à gérer cette contradiction. Il y a 2 ans, Pierre Moscovici quitte Bercy. Avec le sentiment du devoir accompli, il se félicitait d'avoir négocié un délai supplémentaire à la France pour revenir sous les 3% de déficit, après de longues discussions. Des discussions que j'ai eu à mener pour permettre que la France ait un délai pour passer en deçà de 3% du PIB en termes de déficit. Aujourd'hui, il n'y a pas de contradiction, rassurent ses amis politiques. Je ne vois pas de contradiction. Quand il y a des responsabilités, il faut les occuper et donc se créer des marges de manœuvre, faire respecter les choses. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir la même formation et on ne la fait pas de la même façon suivant que l'on est avocat ou suivant que l'on est juge. On a des comportements qui peuvent être différents. On ne défend pas exactement le même point de vue et donc je crois qu'il ne faut pas chercher de contradictions. Les contradictions, elles sont dans les valeurs. Et je pense que dans ce qu'il fait, Pierre n'a pas de contradiction dans les valeurs qui sont les siennes. Après les attentats du 13 novembre, le président François Hollande avait estimé que le pacte de sécurité l'emportait sur le pacte de stabilité européen qui contraint la France à limiter ses déficits publics. Alors Pierre Moscovici, gardien du 3% de déficit, il ne doit pas se réduire à cela, lancent ses amis socialistes. J'espère pour Pierre Moscovici qu'il n'est pas simplement le gardien des chiffres, qu'il n'est pas seulement le gardien des taux de déficit, mais qu'il est capable aussi d'inspirer des changements de politique en Europe. Et c'est à ça qu'il doit s'atteler maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe intervient suffisamment fortement pour permettre à nos pays de retrouver des formes de croissance, pas la croissance des 30 glorieuses, mais des formes de croissance nouvelles qui soient riches en emplois et qui assurent également la transformation écologique? Non, l'Europe n'est pas armée pour cela. C'est le travail, c'est le job de Pierre Moscovici. Même si la croissance reste une priorité, le déficit français en 2017, année d'élection présidentielle, reste un enjeu de première importance au niveau européen.
Alors nous a rejoint sur ce plateau Pierre Moscovici. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un entretien publié par plusieurs journaux, l'Opinion, Süddeutsche Zeitung en Allemagne, la Stampa en Italie, Vanguardia en Espagne, et la même fermeté, pas de délai supplémentaire à la France pour respecter ses engagements budgétaires et ramener son déficit public sous 3% de PIB en 2017. Pierre Moscovici, c'est votre dernier mot? J'ai en effet été ministre des Finances de la France pendant 2 ans. Et je souris en entendant M. Fasquelle. J'ai des vagues souvenirs de la politique et j'essaie d'être très constant en réalité. M. Fasquelle qui disait, je ne sais pas si ce voilà, que fait ma main droite, ma main gauche, elle fait la même chose. C'est-à-dire que quand je suis devenu ministre des Finances en 2012, la France avait des déficits proches de 5%. Quand j'ai quitté le ministère, elle avait 1% de moins. Donc j'ai toujours eu comme idée qu'il fallait baisser les déficits, que d'ailleurs le gouvernement que soutenait M. Fasquelle à l'époque avait augmenté de manière très forte. Mais j'arrête parce que je ne suis plus un homme politique, en tout cas pas un homme politique dans le débat partisan auquel on voudrait me tirer. Les choses sont simples. La France, c'est vrai, a bénéficié de 2 fois 2 ans de délai pour revenir en dessous de 3%. Et ça n'a pas été une indulgence, ni dans un cas, quand j'étais ministre des Finances, ni dans l'autre. J'étais commissaire européen, c'est simplement parce que la croissance est faible, alors que les efforts structurels faits par le pays sont, disons, suffisants, même s'ils pourraient être accrus. Mais c'est clair, 2 fois 2 ans, c'est exceptionnel, et la Commission européenne ne peut pas aller plus loin, n'ira pas plus loin. Mais en même temps, en disant ça, je suis surpris qu'on soit surpris, parce que c'est une telle évidence. Et d'ailleurs, ce que j'ai voulu dire, c'est que la France était tout à fait en capacité, en mesure de remplir cet objectif. Pour 2016, c'est 3,3 ou 3,4% du PIB. Et si la croissance que nous prévoyons se confirme, on va en parler. C'est vraisemblable, c'est possible. Et passer ensuite en 2017, certes, je sais que c'est une année électorale, de 3,3 à 2,9 ou 2,8, puisque c'est ça l'engagement, voire 2,7, c'est tout à fait jouable. Et donc, je n'ai pas là mis la pression sur la France, j'ai simplement rappelé des devoirs, des engagements, qui sont ceux des traités, mais qui sont aussi, tout simplement, ceux du pays. Et d'ailleurs, je note que aussi bien François Hollande que Michel Sapin ont confirmé que ces engagements seraient tenus. Donc, je suis, non pas dans le droit dans mes bottes, mais je suis cohérent dans mon action et dans le temps. D'accord. François Hollande, lui... Et dans mes valeurs. François Hollande a détaillé donc cette semaine les modalités de son plan d'urgence contre le chômage pour lequel la France va dépenser plus de 2 milliards d'euros. Plus de 2 milliards d'euros, avec notamment une prime à l'embauche de 2 000 euros pour les PME. Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec l'objectif des 3% D'abord, comme Christian Paul rappelait, je suis commissaire aux affaires économiques et financières. Je suis le gardien des règles. Fiscalité et aux douanes. Mais je ne suis pas que cela. Et en effet, ce qui m'importe avant tout, et ce qui importe à la Commission Juncker, c'est la croissance et l'emploi. Nous voulons clairement réorienter la construction européenne. Nous ne sommes pas pour l'austérité, nous sommes pour le sérieux des règles, mais aussi pour le dynamisme de l'économie. Et quand j'entends le président de la République, je pense avant tout à l'efficacité du plan en matière d'emploi. Et c'est ça que nous allons évaluer. J'espère sincèrement que ce plan permettra de réduire le chômage en France, parce que c'est évidemment un fléau qui mine la cohésion sociale et qui touche très fortement la jeunesse. C'est pas en contradiction avec vos objectifs Absolument pas. Ce que souhaite la Commission européenne, c'est avant tout que ce 29e État, qui est le chômage, parce que nous sommes 28, mais il y a près de 25 millions de chômeurs en Europe. Et la jeunesse est touchée, les moins de 25 ans, à près de 25%. C'est-à-dire à peu près le taux en France. C'est insupportable. Et donc, tout ce qui va dans le sens de la création d'emplois, de la croissance, de l'innovation, de l'investissement, de la réduction du chômage, nous le saluerons. Alors, il faut voir si ces mesures sont efficaces ou pas. De toute façon, il y a là une liberté, j'allais dire, de moyens, même s'il y a une obligation de résultat. Après, il y a le deuxième aspect, qui est celui que vous soulignez, qui est l'aspect financier, l'aspect budgétaire. 2 milliards d'euros. J'ai noté que le président de la République, comme là encore le ministre des Finances, ont dit que ces 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires seraient couverts par des économies à la même hauteur, ce qui veut dire que ça n'aura pas d'impact sur la trajectoire budgétaire. Je salue cet engagement et je veillerai, et la Commission veillera à ce qu'il soit tenu, parce qu'il ne faudrait pas pour autant que ce plan pour l'emploi, ce plan d'urgence, et il est nécessaire, car il y a état d'urgence sur l'emploi, soit de nature à faire dévier la trajectoire budgétaire de la France. Rappelons que du déficit en plus, c'est de la dette en plus, et que de la dette en plus, c'est ce qu'on appelle du service de la dette à travers les intérêts. C'est de la dépense publique totalement inefficace. 1 euro pour le service de la dette, c'est 1 euro en moins pour l'éducation, pour l'hôpital, pour la sécurité, pour la justice.
ou 1 euro en moins pour l'économie, pour la compétitivité, pour la création d'emplois. C'est de la mauvaise dépense publique. Le chômage, 29e État de l'Union européenne, pour lutter contre le chômage, il faut de la reprise économique, il faut de la croissance. Vous avez des chiffres que vous allez annoncer en février. Est-ce que la reprise, elle est là? J'ai tendance à penser que la reprise en Europe est solide, parce qu'elle repose sur ce qu'on appelle les vents favorables. Il y a d'une part la baisse du prix du pétrole, elle est majeure. Il y a la politique monétaire suivie par la Banque centrale européenne qui maintenant fait une abondance de liquidités qui soutient la croissance et qui vise à faire remonter un peu le taux d'inflation. Et il y a enfin le fait que, du fait précisément de cette politique monétaire, le taux de change entre l'euro et le dollar s'est affaissé, ce qui est favorable à la compétitivité de nos entreprises lorsqu'elles exportent, notamment les entreprises industrielles. Et donc je dirais une reprise solide parce qu'en plus, il y a eu une réduction des déficits, même si en France, il reste encore des efforts à faire. Et il y a eu aussi des réformes structurelles, même si là encore en France, il y a des efforts à faire que j'encourage vivement. Christian Paul disait que Pierre Moscovici, son job, c'est de réunir les conditions d'une croissance créatrice, véritablement créatrice d'emplois. Totalement. Moi, je ne me sens pas du tout aujourd'hui le défenseur d'une politique d'austérité. Je pense que sérieux budgétaire, réforme structurelle, investissement à travers, vous savez, ce plan qu'on appelle le plan Juncker, un plan massif de 315 milliards d'euros dont la France devrait être une des principales bénéficiaires parce qu'elle a, je pense, de beaux projets, de belles entreprises innovantes dans la recherche, dans l'efficacité énergétique, dans le numérique. Voilà, effectivement, mon job, c'est la lutte contre le chômage. Mais elle n'est pas contradictoire du sérieux budgétaire. Entre-temps, il y a eu les attentats. François Hollande a dit que le pacte de sécurité, les engagements financiers pour assurer la sécurité des Français, primait sur le pacte de stabilité, qui contraint la France à réduire son déficit. Vous comprenez cette prise de position? Oui, je l'ai comprise, elle ne m'a pas choqué. Quand un pays, il se trouve que c'est la France, il se trouve que c'est mon pays, il se trouve que je l'aime, mais un pays européen est touché par des attentats qui font 130 morts dans sa capitale, des jeunes. J'étais lors de la cérémonie aux Invalides, comme tout le monde, bouleversé par l'énoncé de ces noms qui aujourd'hui ne retrouvent plus leur famille et que leur famille ne retrouve plus. Eh bien, quand un pays est touché de cette façon-là et qu'il est amené à faire des défenses supplémentaires pour faire face au terrorisme, pour assurer la sécurité de ses concitoyens, on le comprend. Et donc, nous avons dit que ces dépenses supplémentaires ne seraient pas comptabilisées comme les autres, elles sont comptabilisées à part. Mais cela dit, j'observe qu'il s'agit de dépenses, je vais dire modérées, c'est entre 600 millions évaluation basse et 815 millions évaluation haute. C'est marginal. Je ne veux pas être technique, mais ça fait quelque chose comme 0,015% du PIB. Ça n'est pas de nature à faire dévier la trajectoire de finances publiques françaises, d'autant qu'il y a eu, là encore je ne veux pas être technique, une ressource émergeant justement du prélèvement européen tel qu'il est affecté dans le budget national, qui fait que non, ça ne devrait pas faire changer les choses. Et là encore, Michel Sapin, avec qui j'entretiens des relations professionnelles étroites, outre qu'elles sont aussi amicalement plus que convenables, Michel Sapin s'est engagé à ce que les 3% soient respectés en 2017, ce qui suppose de passer par 3,3 en 2016. Nous sommes juste sur cette tendance, mais il faut y veiller. C'est mon job. Justement, Michel Sapin, on va l'écouter tout de suite, à la lutte contre le terrorisme et surtout son financement. C'est la préoccupation des États européens. Écoutons le ministre français des Finances qui lance des pistes pour lutter contre le financement du terrorisme. On écoute et on réagit juste après. Le premier outil, c'est l'échange d'informations. Un bon échange d'informations entre les pays, entre les organismes qui peuvent être différents d'un pays à l'autre, qui recueillent de l'information sur les mouvements financiers, pour que chacun puisse dire, voilà, il y a telle personne que je surveille, telle autre personne qui me paraît dangereuse. Est-ce que vous avez des informations précises sur les mouvements financiers qui entourent cette personne ? Voilà, l'échange d'informations sur les mouvements financiers des personnes susceptibles de préparer des attentats. Est-ce que c'est opérationnel, Pierre Moscovici? Je sais que la Commission, je sais que vous y travaillez. Comment on peut tarir concrètement d'abord, première chose, c'est fondamental, parce que vous vous doutez bien que pour mener une opération comme celle de Paris, avec ses ramifications internationales, il faut des moyens financiers qui sont assez conséquents et que ne peuvent pas, comme ça, générer de chic les auteurs des attentats eux-mêmes. Il y a des filières et les sources de financement, on les connaît. Il y a ce qu'on appelle les bitcoins, vous savez, ces modes de paiement nouveaux, hors euro. Il y a ce qu'on appelle aussi les cartes prépayées.
cartes prépayées qui, comme leur nom l'indique, sont aussi anonymes et dont le paiement est fait par anticipation. Il y a le trafic d'œuvres d'art, parce que Daesh, qui est une organisation qui se définit comme un État, pille aussi des trésors. Et par rapport à ça, il faut une réponse qui soit extrêmement articulée, qui justement mette fin à l'anonymat et qui permette aussi de mieux réguler, de mieux contrôler le trafic des œuvres d'art, par exemple. Je suis, vous l'avez rappelé, commissaire aux affaires économiques et financières, mais je tiens beaucoup aussi à la fiscalité et à l'union douanière. Et je veux saluer nos douanes, parce que les prises que font les douanes, le contrôle des douanes est tout à fait décisif. Et donc, nous allons présenter ce grand plan d'ensemble, parce que c'est un des piliers, un des pans essentiels de la lutte contre le terrorisme, que d'être capable d'assécher les sources du financement de ce terrorisme, parce qu'il faut que ces réseaux, qui sont plus ou moins dormants, cessent d'être alimentés par des moyens qui sont des moyens quasi étatiques. Et donc, nous allons traiter systématiquement, j'en ai mentionné 3, mais ce n'est pas les moins importants, le bitcoin ou ses moyens de paiement nouveaux, les cartes prépayées ou le financement à travers le pillage d'œuvres d'art et le trafic d'œuvres d'art. Ça, ce sont des choses qui doivent cesser. Et il faut pour ça un plan européen. Mais attention, hein, je le précise, parce que parfois il y a une ambiguïté, un plan européen, c'est une proposition de la Commission européenne, c'est une décision des ministres, et c'est une mise en œuvre coordonnée entre les États. Par exemple, les douanes, je suis commissaire aux douanes, les douanes sont nationales et elles travaillent entre elles. Bien évidemment. Pierre Moscovici, l'autre grande actualité qui va occuper l'Europe ces prochains mois, c'est ce qu'on appelle le Brexit, une sortie éventuelle du Royaume-Uni de l'Europe. Un référendum en Grande-Bretagne est prévu d'ici la fin de l'année, peut-être en juin. Thibault Le Floch est allé prendre le pouls des partisans, des opposants à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Europe. Le reportage à Londres de Thibault Le Floch. Partir ou rester dans l'Union européenne, c'est la question qui agite les Britanniques. Pour la deuxième fois de son histoire, le Royaume-Uni va organiser un référendum sur sa possible sortie de l'Union européenne. La première fois, c'était dans les années 70. 2 ans après leur adhésion à l'Union, les Britanniques sont appelés aux urnes pour savoir s'ils veulent poursuivre l'aventure européenne. Le oui l'emporte alors à près de 67%. 30 ans plus tard, toujours la même question. Mais cette fois, les eurosceptiques entendent bien remporter la bataille. Les Britanniques ont vu comment l'Europe a évolué. C'est devenu une union de plus en plus politisée, avec un contrôle sur nos lois et notre politique publique. C'est pourquoi les gens sont de plus en plus agacés par le fait que nous faisons partie de cette organisation, pour laquelle ils n'ont pas voté. Le référendum ne devrait pas avoir lieu avant juin 2016. Mais les eurosceptiques se sont déjà lancés dans la bataille de communication sur Internet. Don't believe those who talk Britain down, who say we're too weak to control our own affairs. Let's take control. Nous tweetons beaucoup. Ainsi, les gens voient que ce mouvement se propage dans le pays et ça les encourage à faire la même chose. Tracter dans la rue, faire du porte-à-porte. Bref, ça nous aide à former les groupes pour faire campagne. L'un des eurosceptiques les plus actifs dans cette campagne, c'est le député européen Daniel Hannan. Sur les réseaux sociaux, il partage les photos de tous ses tractages contre l'Union européenne. Quand il n'est pas à Maidstone, il est à Canterbury ou bien encore à Brighton. L'Union européenne a changé. Si on veut trouver une espèce d'association, quelque chose plus souple, il faut le faire par le Brexit. Pro et anti-Brexit sont au coude à coude dans les sondages. Des débats commencent à s'organiser dans les villes britanniques. Et ce soir-là, à Brighton, Daniel Hannan défend sa position à coups d'arguments économiques. Nous faisons plus de commerce avec la Belgique qu'avec toute la Chine. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas signer d'accord de libre-échange avec la Chine. C'est le rôle de l'Union européenne. Mais regardez la Suisse. Ils sont dans le marché européen et ils ont un accord commercial avec la Chine depuis 2014. Nous, aussi longtemps que nous resterons dans l'Union européenne, nous ne pourrons pas faire pareil. Face aux conservateurs, Caroline Lucas, la chef des écologistes britanniques. Elle est pour le référendum car c'est démocratique, mais elle milite contre la sortie de la Grande-Bretagne.
Je ne pense pas que l'Union européenne soit parfaite, mais le gouvernement britannique ou les Nations unies ne sont pas parfaits non plus, et je ne voudrais pas qu'on les quitte. Ce que j'aimerais, c'est qu'on reste dans l'UE, que l'on travaille avec les autres pays pour rendre l'Union plus responsable, plus transparente, plus démocratique. On a plus de chances de résoudre les gros problèmes mondiaux en travaillant avec les autres plutôt qu'en leur tournant le dos. After hearing everything they've heard this afternoon, thinks we should still stay in the EU. You just put your hands up. And who thinks we should leave? À l'image de la salle, les Britanniques restent divisés sur la question du Brexit, tout comme les politiques. Reste à savoir quel sera le positionnement des géants de l'économie britannique qui profitent du marché unique. Il va peut-être se passer ce qu'il s'est passé pour le référendum en Écosse. L'indépendance de l'Écosse était passée pas très loin. Il y avait même des sondages juste avant le référendum qui donnaient la victoire des indépendantistes. Sauf que dans les tout derniers, dans la dernière ligne droite, dans les toutes dernières semaines, voire dans les tout derniers jours, les milieux économiques ont commencé à prendre peur, ont fait une campagne massive qui a très bien marché pour leur camp, qui a fait peur à l'ensemble des Écossais. Si jamais l'indépendance arrivait, qu'est-ce qui se passerait pour tout, pour nos retraites, etc. Et hop, les Écossais finalement se sont rétractés. Ici au Royaume-Uni, les milieux économiques n'ont pas encore vraiment donné de la voix et que quand ils vont le faire, je pense que là, pas mal de Britanniques vont avoir peur et vont se dire bon, on va peut-être rester dans l'Europe, même si on va arracher peut-être quelques concessions. Je pense que David Cameron compte là-dessus. Avec un produit intérieur brut en augmentation de plus de 2%, la Grande-Bretagne fait partie des économies les plus dynamiques de l'Union européenne. Et les grands groupes industriels espèrent bien qu'il en restera ainsi. C'est pourquoi des entreprises comme Airbus, Ford et BMW ont annoncé publiquement qu'une sortie de la Grande-Bretagne pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'économie britannique, mais le choix appartient désormais au sujet de Sa Majesté. Voilà un reportage de Thibault Le Floch. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, s'est dit quasiment sûr de parvenir à un accord sur les réformes demandées par la Grande-Bretagne pour rester dans l'Union européenne. On va vers une sortie de crise, Pierre Moscovici? Jean-Claude Juncker est un homme qui parle rarement pour ne rien dire. Et donc, s'il a été aussi affirmatif... Il a eu des assurances. C'est lui-même qui mène cette négociation avec le Premier ministre britannique et avec les États membres. C'est qu'il a la conviction que cet accord est non seulement possible, non seulement nécessaire, mais qu'il est vraisemblable. Et donc, moi, je lui fais confiance pour le négocier. Mais vous savez, au fond, quelle est l'équation dans cette affaire-là? Soyons clairs, je pense qu'une sortie du Royaume-Uni, c'est une option négative et pour les Britanniques et pour l'Union européenne. L'option gagnant-gagnant, c'est un Royaume uni dans une Europe unie. La difficulté, c'est qu'il faut à la fois sans doute qu'il y ait des modifications qui permettent au Premier ministre Cameron de dire « voilà, dans la négociation, j'ai obtenu quelque chose pour convaincre les Britanniques », mais qu'en même temps, ces modifications ne remettent pas en cause de façon fondamentale notre acquis communautaire. Nous voulons la Grande-Bretagne dans l'Europe, mais nous tenons à ce que l'Europe soit une Europe unie qui conserve ses valeurs. Et je citerai notamment deux choses auxquelles je suis très attaché personnellement. D'une part, la libre circulation, ce qu'on appelle Schengen, dont la Grande-Bretagne ne fait pas partie. Mais Schengen et la libre circulation, ça peut être modifié, ça peut être renforcé, ça doit l'être. Je pense notamment à la proposition qu'a faite la Commission de créer un corps de garde-frontières pour mieux protéger nos frontières extérieures. C'est indispensable, mais pas mettre fin à la libre circulation. Et la deuxième chose, c'est que la Grande-Bretagne ne fait pas non plus partie de la zone euro, et on doit pouvoir à la fois respecter la Grande-Bretagne, dans les liens entre la zone euro et la Grande-Bretagne, mais pas non plus remettre en cause la zone euro. Pierre on doit pouvoir avancer même dans la construction d'une zone euro plus démocratique. Vous le dites vous-même, Pierre Moscovici, les Britanniques participent à minima à la vie de l'Union. Ils ont gardé leur monnaie, ils ne sont pas dans la zone euro, pas dans Schengen. Et sur la plupart des gros sujets, ils ont obtenu des dérogations, des exemptions, hein, comme sur le budget européen, le fameux rabais britannique de Thatcher, hein, vous vous rappelez, I want my money back. Est-ce que ce serait si grave que ça que les Britanniques sortent pour de bon de l'Union européenne? Je pense que d'abord, ce serait économiquement difficile, que ça nous affaiblirait aussi dans les négociations internationales, que la Grande-Bretagne est une partie intégrante du grand marché intérieur qu'est l'Union européenne, et que aussi comme signal politique, ce serait extrêmement négatif, parce que ça voudrait dire que l'Europe, qui s'est toujours construite par addition,
Au fond, nous étions au départ 6, puis nous avons été 9, 12, 15. Nous nous sommes unifiés avec l'Europe de l'Est. Cette Europe, elle attire. Il y a encore des pays qui sont candidats. Il y a des pays comme la Macédoine, mais il y a aussi la Turquie, qui est un grand pays candidat à l'Union européenne, même si son adhésion n'est pas pour demain, mais nous avons besoin de coopérer beaucoup avec elle, notamment pour faire face à la crise des réfugiés. Donc l'Europe est un projet attractif. Le jour où ça devient un projet dont on se sépare, où il y a une défaisance, il y a aussi défiance. Et donc je pense que oui, l'un dans l'autre, nous avons intérêt à rester ensemble. Nous avons besoin de rester ensemble. Mais la question qui se pose, comme toujours dans une négociation, c'est à quel prix? Et c'est ce qui va maintenant se décider dans les semaines qui viennent, puisque, en principe, c'est à la fin février, dans un Conseil européen, que l'accord dont parlait Jean-Claude Juncker, et comme lui je le souhaite, doit se nouer. Pierre Moscovici, vous êtes commissaire européen jusqu'en 2019. Très brièvement, vos chantiers prioritaires dans les années à venir? D'abord, la croissance, l'emploi, je l'ai dit. Et puis un chantier dont on n'a pas parlé, je le regrette, mais je suis conscient aussi de la brièveté de notre entretien, c'est la fiscalité. Et en la matière, je défends une cause obstinément, et je le ferai jusqu'au bout. La lutte pour la transparence fiscale, la lutte contre l'évasion fiscale, contre l'érosion des bases fiscales. Et si je devais résumer mon action à un slogan, elle couvre beaucoup de sujets, c'est faire en sorte que les entreprises, notamment les multinationales, payent des impôts là où elles créent des profits. Je ne supporte plus, et les Européens ne supportent plus non plus, la situation dans laquelle il y a de l'opacité, où on a la sensation que, alors que les citoyens font des efforts contre la crise, les multinationales, elles, sont exonérées d'impôts, payent peu ou pas d'impôts, ou bien délocalisent leur imposition vers des pays où l'imposition est faible. Donc la transparence et aussi ce qu'on appelle l'imposition effective, ça, ce sera pour moi un chantier décisif. J'ai déjà commencé, cette commission est la plus ambitieuse, je peux le dire, qui ait jamais existé sur le plan de la transparence fiscale. Après 2019, après votre poste de commissaire européen, on parle de vous comme candidat possible à la présidentielle française en 2022. C'est trop loin? Celui qui parlerait aujourd'hui de la présidentielle de 2022, ça me permet de rectifier. Je peux avoir mes défauts. Il y en a un qu'on ne me prête pas toujours, c'est d'être totalement stupide ou imprudent. Et donc, je ne ferai jamais ce genre de pronostic ou ce genre de pari. La présidentielle de 2022, c'est un autre univers. Il y en a une autre. Ça vous aura pas échappé. Jeune en 2017. J'aurai 64 ans. Il paraît qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle prochaine qui pourraient être plus vieux. Mais en attendant, non, je n'y pense pas en me rasant, puisque vous voyez, je me rase peu, même si quand même il faut se raser de manière savante pour avoir une barbe qui corresponde à quelque chose. Non, en 2019, fin 2019, je verrai quel est d'abord le bilan de mon action. J'aurai 62 ans, une grande expérience publique. J'aurai été 20 ans parlementaire, 7 ans ministre, 5 ans commissaire européen. Vous pourriez arrêter la politique alors? Je verrai de quelle façon je peux être le plus utile à la société, à mon pays. Si c'est la politique, c'est quelque chose que je connais et que j'aime. Si c'est autre chose, je serai capable, je crois, de passer à cette autre vie. Et donc, non, je ne fais pas de plan sur la comète. Jusqu'en novembre 2019, il y a encore 4 ans, nous sommes dans une Europe en crise. L'Europe en crise a besoin qu'on y consacre toute son énergie, et toute mon énergie, tout le talent que je peux avoir, grand ou petit, est voué à ça, faire en sorte que l'Europe aille mieux. Et pour ce qui est de ma fibre française, faire en sorte que les relations entre la France et l'Europe soient plus saines, soient meilleures. On a besoin d'une France forte dans une Europe forte. Ça va ensemble parce que l'Europe ne marche pas quand la France ne marche pas, et l'Europe ne marche pas sans idée française. J'essaie d'y apporter ma pierre. Ce sera le mot de la fin. Merci Pierre Moscovici d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Europe Hebdo. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires et la RTBF. Bye bye.